Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité, qui décrypte toute l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, la naissance du mouvement des générations capables MGC, proche de l'ex-première dame Simone Eivey Gbagbo. L'actualité, c'est aussi la sortie du président du COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé Goudé, qui s'est prononcé notamment sur la création du nouveau parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Enfin, nous évoquerons la situation en RHDP qui, selon plusieurs médias, sera marquée par une restructuration les jours à venir. Voilà pour le sommaire, en plateau avec moi pour décrypter cette actualité. Monsieur André Silver-Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo. Bonsoir. Antoine Assalé-Tiemoko, journaliste, directeur général de l'Éléphant déchaîné, député maire de Tiasalé. Ça commence à faire long. C'est le mérite. Absolument. Voilà. Diong Bato, journaliste, secrétaire général du SYNAPSI. Enfin, Ambroise Thietier, qui est journaliste éditorialiste. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir une dame sur le plateau, Maître Crédy Marie-Claude, elle est coordinatrice nationale du mouvement des générations capables. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Ali. Bonsoir messieurs, bonsoir. Mais je voulais juste rectifier, c'est Madame Crédy. Madame Crédy Marie-Claude. Voilà. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme annoncé tout à l'heure, des milliers de partisans de Simone Gbagbo, banderoles et pancartes en main, étaient hier au Palais des Sports de Treichville pour la présentation du MGC, le mouvement des générations capables, un mouvement de soutien aux actions et à la vision de l'ex-première dame qui semble prendre ses distances avec le futur parti politique de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Les précisions de Pierre Dipomelin et Mathurin Badé, on en parle juste après. Les associations et mouvements de soutien à Simone Eivey Gbagbo, épouse de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, se sont mis en coalition pour donner naissance au MGC, Mouvement des générations capables. C'est au Palais des Sports de Treichville que ce mouvement ainsi que ses animateurs ont été présentés. Banderoles, pancartes, t-shirts, slogans, chants, dans une salle comble qui a vite pris l'ambiance d'un meeting politique. Les orateurs, qui se succèdent au pupitre, ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de l'ex-première dame, présentée comme un modèle, une combattante et une femme d'expérience qui doit se frayer son propre chemin, loin des méandres du parti en gestation de son époux. Et c'est Gervais Boga Sako qui vient de démissionner de son poste de vice-président d'EDF, la plateforme pro-Gbagbo, qui creuse l'abcès. J'étais convaincu que rentrer au pays, le président Gbagbo nous aiderait à réconcilier toute la Côte d'Ivoire, à réconcilier tous les Ivoiriens et à permettre à la Côte d'Ivoire de regarder à l'avenir. Malheureusement pour nous, en 10 ans de lutte, 10 ans de combat, dès l'atterrissage de cet avion, le 17 juin 2021, nos espoirs se sont effrités. On s'est dit que nous devons prendre nous-mêmes nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. C'est pourquoi le mouvement des générations capables est né. L'ex-première dame, Simone Eivey Gbagbo, dans un discours qui a duré plus d'1 heure, d'horloge, a présenté sa vision avec un ton conciliant de rassembleur. La première chose que je vous invite à faire, c'est de devenir des acteurs zélés et dynamiques du pardon et de la réconciliation. Mais nous, les femmes, nous disons aujourd'hui que le mari doit être capable, mais ce n'est pas le seul qui doit être capable. La femme aussi doit être capable. Le jeune doit être capable. Ce n'est pas une affaire de parti, c'est que j'avais le climat. Ce n'est pas une affaire de parti, c'est une affaire de la nation, c'est une affaire de génération. C'est-à-dire que tu sois un pays, tu sois PDCI, tu sois RHDP, tu sois un nouveau parti. On est tous concernés par ce défi. Pour ses partisans, Simone Eivey Gbagbo ferait une bonne candidate aux échéances présidentielles de 2025. Comme présidente, c'est bon, c'est très bon. Oui, parce que vraiment, elle connaît la politique. Elle est formée, elle connaît bien la politique. Donc si elle pouvait être un jour présidente de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. C'est le moment de soutenir la personne. Elle a tout fait pour nous. Elle a subi le moment, elle a vécu les moments difficiles pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc chez moi, c'est le temps
de se déplacer pour la soutenir. Bien sûr, elle va gagner 100%. Et les femmes sont derrière elle. Les femmes de la Nyabikassa sont derrière elle. Toutes les femmes, tous les ethnies de femmes sont derrière Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, dans l'une des commissions devant travailler à l'élaboration des textes pour la création du nouveau parti de l'ex-chef d'État, son époux, avait dit qu'elle était peu encline à s'associer aux travaux, reprochant à ses anciens camarades de lutte un manque de respect pour sa personne. Madame Crédy, comme je disais, vous êtes la coordinatrice nationale du mouvement des générations capables. Ça s'est bien passé, cet événement, hier? Oui, ça s'est bien passé. Il y a eu du monde, le monde que nous attendions. Et notre marraine méritait bien ce monde-là. Votre marraine ou votre potentielle candidate? Notre marraine, je le dis. Votre marraine? Vous avez aussi un président de la cérémonie, M. Diarra Kassoum. C'est cela, monsieur? André Silver-Conan? Alors, moi, je vais lui poser une question, hein, mais j'aimerais relever deux choses quand même. La première, c'est cette banderole, on va dire, cette pancarte, Gagnoa a dit oui au MGC, qui était très visible au pupitre, comme pour passer un message. Gagnoa dit oui, Gagnoa, on le sait très bien, c'est le fief natal du président Laurent Gbagbo. On a vu une cérémonie avec peut-être 99% de femmes. Voilà, je pense que, bien sûr, c'est une agrégation de mouvements qui étaient plus ou moins des mouvements de femmes. Mais il y a une présence quand même assez intéressante, c'est celle du député, je crois il est député. De Djiglo Commune. De Djiglo Commune, M. Djirié Oulou Émile, ancien ministre, qui est vice-président d'une commission, je crois la commission chargée, je crois, de l'élaboration des statuts et règlements intérieurs, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, tu es vice-président d'une commission de futur parti du président Laurent Gbagbo. Il était dans le pagne mari capable et... femme capable. Désormais femme capable. Eh bien, je pense qu'il devra clarifier sa position dans les prochains jours. En ce qui me concerne... je suis un partisan de la clarification des positions et Simone Gbagbo, pour moi, a pris ses responsabilités. Bon, ça va clarifier le... Quand vous dites elle a pris ses responsabilités, ça veut dire Elle quoi? est clairement la référente politique de ce mouvement. Elle est clairement... parce que c'est une agrégation de mouvements qui étaient proches d'elle. Simone et Eve Capable, les filles, je crois, de Simone. Voilà, c'est une agrégation de mouvements. Donc, c'était une cérémonie, on va dire, à sa gloire. Voilà, donc, elle est la référente politique du MGC et elle-même l'a dit dans son discours. Vous m'avez fait appel parce que vous voulez vous épouser un peu ma vision. Bien sûr, Madame Crédy nous dira comment est-ce qu'elle c'est la question, comment elle compte incliner cette vision. Parce que pour moi, il y a eu beaucoup de choses, c'est juste des mots, mais comment on incline cette vision-là en acte? Incliner la vision de Madame... Merci, monsieur, d'abord. Incliner la vision de Madame Simone Yves Gbagbo. Oui. La vision première de Madame Simone Yves Gbagbo concernait les valeurs. Et je pense que c'est surtout à cause des valeurs que nous sommes retrouvés dans cette vision. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'avec tout ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup perdu dans nos valeurs, sur tous les plans. Et il faut déjà partir depuis l'historique de ce mouvement. Ce sont plusieurs associations qui se sont retrouvées. Mais ces associations se sont formées parce qu'elles ont constaté quelque chose. Et elles l'ont constaté depuis quand? Elles l'ont constaté depuis 2 ou 3 ans. Parce que le timing aussi de la naissance du MGC peut susciter la polémique. Oui, justement, ce sont les circonstances qui font que le timing suscite la polémique. Sinon, les associations existaient déjà. Et si nous sommes retrouvés en mouvement, c'est parce que nous nous sommes dit qu'unis, nous étions beaucoup plus forts pour pouvoir donner de la voix. Sinon, nous voyons plutôt pays, nous voyons plutôt Nouvelle-Côte d'Ivoire. Et Mme Simone Yves Gbagbo n'est que l'inspiratrice, en fait. Elle est l'inspiratrice. C'est-à-dire que nous avons vu ce qu'elle vaut comme femme, ce qu'elle vaut comme épouse, ce qu'elle vaut comme citoyenne et ce qu'elle vaut même comme femme politique, tout l'un dans l'autre, nous nous sommes dit,
si nous voulons faire porter de la voix à l'avantage de toute la Côte d'Ivoire, il faut bien choisir une égérie qui va vraiment marquer. Tu n'as pas répondu à la question. Comment La elle question, c'est incline laquelle? La sa vision. vision en acte? Comment elle décline? Oui, comment Décline, elle, sa vision oui, en oui, acte. oui. Mais c'est de déteindre sur la population. Comment? Comment déteindre sur la population? Mais en étant l'exemple. En étant l'exemple. Elle est un exemple. Et c'est pour cela que nous l'avons prise. C'est-à-dire que nous voyons en elle la dame qui se bat pour que nos valeurs reviennent. C'est-à-dire qu'on a eu la perte de nos mœurs, la dépravation des mœurs. Nous avons eu des propos désobligeants. Nous avons eu la jeunesse qui ne se retrouve plus, l'école qui ne se retrouve plus. Nous avons vu tout cela. Et c'est quelque chose qui marque cette dame. Et nous aussi, en tant que femmes, en tant que citoyennes, nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester dans un pays et voir ce pays vivre tous ces maux sans pouvoir faire quelque chose. Donc c'est un éveil de conscience. Et dans cet éveil de conscience, il nous fallait quelqu'un pour ceux qui on peut au moins calquer. Une référente. Moi, je ne dirais pas référente, parce que quand vous dites référente, ça prête à confusion, parce que ça veut nous amener... penser à Laurent Gbagbo. Non, je ne penserai pas Laurent Gbagbo, mais je penserai politique. Je penserai plutôt politique. Êtes-vous en train de nous dire que ce mouvement n'est pas visé, n'est pas intéressé par la politique? Non, ce mouvement est citoyen, et nous l'avons dit, nous ne faisons que répéter que nous sommes un mouvement citoyen. Ce n'est pas le futur parti de Simone Gbagbo? Non, ce n'est pas le futur parti en vue d'élections à venir? Non, pourquoi vous voulez forcément que nous soyons... On vous pose juste des questions. Oui, mais le problème, c'est que... Parce que le timing de la naissance du mouvement, je vous l'ai dit, peut prêter justement à oui, mais je vous dis interprétation. aussi, je vous dis que ce sont les circonstances qui font que justement ça prête à Madame cette Crédit, le interprétation. jour où ce mouvement se décidera, je vais dire, de se transformer en parti politique, vous allez démissionner? Le jour où ce mouvement décidera de se transformer en parti politique, vous allez quitter le mouvement? Je pourrais le faire. D'accord. On prend note. Prenez note, je pourrais le faire. Elle parle de mouvement citoyen, mais il y a une contradiction apparente. Un mouvement citoyen qui prend pour marraine une responsable politique très affirmée comme Mme Gbagbo, ça me questionne. Et je me dis, vous l'avez souligné, les circonstances de la naissance de ce mouvement, elle doit le clarifier, parce que ça survient après le 17 juin. Oui, ça survient après le 17 juin. On sait à cette date-là ce qui s'est passé. On est tous contemporains de cette histoire-là. Donc, quand un mouvement naît après ça, et qui a comme référent, comme marraine, Mme Gbagbo, ça fait tilt. On s'est dit, n'est-ce pas un mouvement qui vient consoler un peu Mme Gbagbo qui a subi, il faut le dire, une humiliation de la part de son épouse, de son ex-épouse, je ne sais plus que dire, parce qu'il y a une procédure de divorce qui est en cours. Voilà, donc, elle ne va pas nous enlever ça de la tête que c'est un mouvement qui vient pour un peu consoler Mme Gbagbo et qui vient un peu pour lui donner une certaine assise, pour lui donner un certain réconfort, parce qu'on sait ce qu'elle a subi. Voilà, donc, quand c'est un mouvement citoyen, moi je m'interroge toujours. Madame Crédit, comment vous réagissez à ce commentaire? D'abord, je voulais dire à monsieur, est-ce que le fait d'être une femme politique enlève à Mme Gbagbo son caractère de citoyenne, de femme citoyenne? Non, ça ne lui enlève pas ce caractère. Vous dites que nous avons fait ce mouvement pour venir, pour la consoler. Mais au-delà de Mme Gbagbo, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est consolée. Ce sont les femmes qui sont consolées. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord parce que vous vous focalisez sur Mme Gbagbo. Mais nous, je vous dis que nous parlons Côte d'Ivoire. Mais évidemment, il faut forcément, dans ce genre de manifestation, il faut forcément une marraine, il faut une personne. Nous aurions pu prendre quelqu'un d'autre. Mais comme nous voulons marquer la chose, nous voulons que notre mouvement marque les esprits et son moment, nous avons choisi quelqu'un qui marquera. Et pour preuve, je crois qu'on a fait bim. Hein. Oui. Moi, je pense qu'on peut donner du crédit à ce que Mme Crédit dit. C'est pas un jeu de mots. Mais j'apprécie le jeu de mots. On peut donner du crédit à ce que Mme Crédit dit. N'empêche, on a vu l'élément de Pierre Dupont-Moulin. De qui, s'il vous plaît? L'élément qui est passé. Les thèmes sont clairs. Lesquels des termes? Elle doit être candidate,
elle connaît la politique, etc. Je pense que Mme Crédit a certainement raison de dire nous sommes un mouvement citoyen, nous souhaitons que Mme Gbagbo soit notre marraine et tout ça. C'est possible, moi, je n'ai pas de raison d'en douter. Mais je suis convaincu que peut-être après ou à côté ou à l'intérieur du MGC, vont se diriger des gens qui demain, pas peut-être Mme Crédit, ou peut-être même Mme Crédit, vu le sourire. Bon, elle a dit qu'elle pourrait démissionner. Elle pourrait pas aussi démissionner. Bon, ça, c'est dans le futur. Mais je dis, à l'intérieur de ce mouvement, il va se trouver des gens demain, si Mme Gbagbo a une ambition politique, pour dire oui, nous sommes prêts à franchir le pas, de passer dans un mouvement citoyen, même en tant que mouvement citoyen accompagné. Le président Macron est arrivé en France avec un mouvement citoyen. Le mouvement Marche était d'abord un mouvement citoyen. Donc, ce ne sera pas la première fois. Dans tous les cas, il est clair que je suis d'accord avec Mme qui dit que le mouvement n'est pas né aujourd'hui. Mme Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a des gens, on a vu, André l'a dit, le ministre Émile Guéolou, qui chemine avec Mme Gbagbo depuis les années 80. Il y a des gens qu'elle connaît depuis longtemps, qui sont avec elle, dans ce mouvement citoyen. Donc moi je dis, il n'y a pas de débat. C'est un mouvement citoyen qui va faire chemin. Ce mouvement arrive au moment où Madame Crédit a parlé de valeur, parce que Mme Gbagbo elle-même a parlé de non-respect, de manque de respect à son égard. Elle a dit, Mme Crédit, en tant qu'épouse, on a vu ce que Mme Gbagbo a subi en tant qu'épouse, toutes ces valeurs, des mœurs qui sont dépravées, on comprend le discours. Il est clair. Donc demain, moi je ne serai pas surpris. Et moi je dis, alors je ne ferai pas comme le ministre Abina pour mettre ma main au feu, parce qu'après, quand tu mets ta main au feu en Côte d'Ivoire, le feu prend toute ta main. Mais je dis que je parie, je peux parier, pas grand-chose parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, au moins 10 000 francs sur le fait que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans le mouvement citoyen ou à côté, il y aura un mouvement politique pour porter la vision de Mme Gbagbo. Très bien. Antoine Assalé Timoko. Bien, je pense qu'il faut d'abord, comme Guillaume l'a dit, donner acte aux explications de Mme Crédit, sur tout le sens du mouvement qui a été mis en place. Mais en même temps, il y a des éléments qui interpellent dans ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas, j'ai lu sur des canaux que Mme Gbagbo a expliqué ce que c'est qu'une vision politique. Oui. Qu'elle a dit que la vision, c'est ce que chacun doit désirer pour son pays, et comment son pays doit être, et non un individu qui peut incarner une vision. Et donc, c'est un message qui est très fort. Ensuite, vous avez Boga Sako, qui est venu mettre le pied dans le plat, en parlant de ce que le 17 juin, M. Gbagbo est venu pour tuer les espoirs de tous ceux qui avaient cru qu'il venait pour réconcilier les Ivoiriens. Mais en même temps, Mme Crédit, quand elle parle de valeurs, de certaines valeurs, et Sylvain l'a dit, il y a près de 95% de femmes à ce truc-là. C'est un mouvement, moi je pense qu'il est un peu réactionnaire. Parce qu'aujourd'hui, le 17 juin, on sait tous qu'il faut avoir le courage de le dire, une atteinte a été portée aux valeurs familiales. Et il y a beaucoup de femmes ivoiriennes qui ont été frustrées de voir qu'une femme peut être traitée jusqu'à ce niveau-là, en public. Et donc, pour elle, le sort de Mme Gbagbo est le sort de toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui sont mariées légalement, qui sont piétinées par des personnes qui n'ont pas ce statut-là et donc qui souffrent dans leur cas. Et donc, quand on voit 97%, 95% de femmes à ce mouvement-là, c'est surtout ça d'abord le premier message. Qu'on n'acceptera pas que dans ce pays-là, les femmes soient piétinées. C'est ça le premier message réactionnaire. Ensuite, derrière ça, Mme Gbagbo étant femme politique, bien sûr, elle peut surfer sur le mouvement pour envoyer des messages subliminaux à titre de droit. Et puis, tôt ou tard, on saura que... Dis le nom de qui de droit, Salé. Non, l'ensemble de tous ceux... Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a un risque de glisser vers un mouvement féministe? Non, le risque est très fort. Non, écoutez, je voudrais vous dire, c'est vrai que... On le laisse terminer, puis on donne la parole. Le risque est très fort. Parce que quand on voit le nombre de femmes à cet événement-là, c'est un message qui est très clair, c'est évident. C'est inédit. Les femmes sont frustrées. Quand tu vois ça, les femmes sont révoltées. Elles sont révoltées, elles sont touchées dans leur amour parce qu'elles ont vécu. Et donc, quelque part, il y a un élan féministe derrière ce mouvement. Vous êtes d'accord, Madame Crédit? Non, je ne suis pas d'accord parce que quand il dit qu'il y a un mouvement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes au sein du mouvement de génération... Capable, mais ce n'est pas fermé aux hommes. Hein. C'est les femmes qui ont commencé. C'est un élan de femmes. Pas fermé aux hommes, mais très ouvert aux femmes. Non, parce que les femmes ont commencé pourquoi? Parce que ce sont elles qui ont pris l'initiative. Elles ont fait plusieurs associations, donc elles ont pris l'initiative. Pas seulement pour ce qui a été pour le 17 juin, non. Bien avant,
elles se sont rendues compte de beaucoup de choses. Sur les réseaux sociaux, elles se sont rendues compte que leurs enfants perdaient de leur valeur. Elles se sont rendues compte que des jeunes filles insultaient leurs aînés. Elles se sont rendues compte que des aînés n'arrivaient pas à répliquer, c'est-à-dire qu'elles avaient perdu leur valeur d'aînés, de mamans qui savaient éduquer et tout ça. Elles se sont rendues compte de plusieurs choses. C'est un peu comme dans une famille. C'est la femme qui voit, c'est elle qui réagit et c'est elle qui interpelle. Étant donné que vous, les hommes, vous ne parlez pas, les femmes se sont levées. Surtout qu'en plus, c'est une femme qui a été touchée. Et Une femme qui a été touchée. Oui. Ouais, comment? Mais c'est ce que je dis. Je dis parce que si les réseaux sociaux... il faut dire les choses. Si vous voulez dire le nom, mais je... Oui, mais moi je dis le nom, moi je dis toujours les choses. Moi je parle avant le 17. Je ne parle pas pour le 17. Donc c'est pour cela que toutes ces femmes-là, elles se sont regroupées pour dire qu'il faut bien que nous levions pour faire comprendre à ce pays-là qu'ils sont en train de perdre les générations, ils sont en train de nous perdre. Et elles se sont mises en association, chacune de son côté, et puis, comme on dit, la force, l'union fait la force, elles ont décidé de se mettre ensemble, et la femme qui incarne le mieux, qui explique le mieux cet élan-là, cet élan, c'est qui? C'est Mme Gbagbo, elle a fait la... Alors, si on s'arrête à cette phrase, la femme qui incarne le mieux cet élan, ces valeurs, c'est Simone Gbagbo. Donc vous verrez d'un bon œil que Simone Gbagbo aspire à diriger le pays un jour. Mais cela regarde Mme Simone Gbagbo, parce que Mme Simone Gbagbo, comme je l'ai dit, elle est autant citoyenne que politique. Absolument. Donc si elle veut jouer sur sa carte politique, elle a un droit de jouer sur sa carte politique. MGC est composé de femmes citoyennes. Et chaque citoyen a droit au vote, au choix de son... Voilà. Et chacune fera son choix. Bien sûr. André Sylvain. Moi, le discours de Mme Crédit n'est pas clarifié. Pourquoi? Je suis désolé, mais ces femmes qui étaient là-bas, on les a écoutées. Elles sont parties pour la candidature de Simone Gbagbo. Elles l'ont dit, on va l'accompagner. Alors, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est exactement ce qui risque d'arriver demain avec le COJEP. Parce que vous ne tenez pas un discours très clair à ces femmes qui sont parties pour pousser Mme Simone Gbagbo à la présidence demain. Quand cette possibilité va se présenter et que vous direz, attention, c'est un mouvement citoyen, d'autres diront, non, madame, clarifiez je vais insister très clairement, maintenant, ce qu'est MGC, Mme Simone Gbagbo a tenu un discours politique. Hier, son discours était politique. Elle a expliqué sa vision pour la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec un mouvement citoyen, madame. Mais clarifiez les choses pour les gens. Pourquoi vous voulez forcément que quand on parle Côte d'Ivoire, on est forcément dans la vision politique? C'est un discours politique. Mais vous le dites politique parce que la dame est politique. Nous, on vous dit, nous disons que nous sommes un mouvement citoyen. Quand nous voyons Mme Gbagbo, nous la voyons en grande citoyenne. Même si elle a ses vertus. Là-bas ne disent pas la même chose que vous, madame. Mais les partisans, ce sont... Monsieur, alors, on va faire simple. Madame Crédit, ce que vous dites, c'est que vous mettez devant la citoyenneté de Mme Gbagbo. Oui, mais je vais quand même répondre à monsieur, parce que ce que vous dites pour le partisan lambda, qui dit « moi, je la vois », mais c'est le rêve de ce partisan lambda. Mais le mouvement, lui, il dit qu'il pense Côte d'Ivoire. Donc vous avez encore une pédagogie à faire. Mais justement, puisque nous allons en recrutement et en formation. Parce que quand le citoyen lambda sera très bien formé, il fera le choix et le bon choix. Et si ce bon choix devait d'aventure être Mme Simone Gbagbo, parce que dans son état de politique, elle veut faire sa carrière politique, elle veut mettre sa carrière politique en désert, elle le fera. Mais si c'est autre chose, elle le fera. Moi, je ne peux pas m'engager pour Mme Simone Gbagbo. Moi, je m'engage pour le mouvement des générations On vous capables. a bien compris. Voilà. Oui, Guillaume, je ne suis pas d'accord avec André. Mme Crédit n'est pas la porte-parole de Mme Gbagbo. Oui, voilà, justement. Oui, je ne suis pas d'accord avec André. On a dit, le mouvement Génération Capable est une association, plusieurs mouvements. Un peu comme le Front Populaire à l'époque. Bon, ça c'est vous qui le dites. Non, vous avez dit qu'il y avait plusieurs mouvements. Parce que vous mettez le mouvement citoyen non, je veux dire, sur le même pied d'égalité que les sur quoi je veux insister, je veux dire, c'est plusieurs mouvements qui sont mis ensemble. Oui. Vous avez votre plusieurs mouvement, associations qui sont mises ensemble. Vous avez votre association, il y a ces deux associations dont les objectifs de départ peuvent être différents. Mais aujourd'hui, autour de Mme Gbagbo, en tant que marraine, vous êtes d'accord sur ce premier point.
Mais juste d'accord avec vous que chacun peut avoir... Ceux qu'on a interrogés peuvent être ceux qui appartiennent à des associations qui voulaient porter Mme Gbagbo au pouvoir. Mais parce que, justement, je dois vous préciser que faire partie du mouvement des générations capables ne vous empêche pas d'avoir à militer dans un parti. C'est le futur COJEP, ça. On vous fera la leçon de la différence et la leçon de la nouveauté. On fait la leçon de la nouveauté. On laisse Guillaume Bateau terminer, on vous donne la parole. Mme n'a pas à se fâcher, je suis son avocat. Je ne fâche pas. Je sais pas si vous étiez un avocat. On le dit. Guillaume Bateau terminé. Moi, je comprends qu'elle ne soit pas... Il y a plusieurs mouvements. Ce mouvement, à l'origine, peut ne pas être dans la logique politique. D'autres mouvements, dont certains membres, par exemple, peuvent être dans le mouvement politique. Dans tous les cas, je dis, et je l'ai dit au début, il n'est pas exclu que, chemin faisant, que Mme Kédé soit convaincue, puisqu'on va faire de la formation, parce que Mme Gbagbo, elle est formatrice, chemin faisant, elle va arriver peut-être à la convaincre. La formation de la chose citoyenne. D'accord, on vous a bien compris, on ne va pas se lancer dans l'expectative. On a un de nos auditeurs, téléspectateurs plutôt, qui nous appelle de Bingerville. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Je suis Tony Dago. D'accord. De Bingerville. Quel est votre point de vue sur le sujet qu'on aborde en ce moment? Oui, en fait, la dame, maître... Madame Crédit. Madame Crédit. Oui, Madame Crédit est en train d'éviter toutes les bonnes questions. Éviter? Oui, c'est ce qu'il a dit. On le laisse terminer. Elle est en train de dévier toutes les questions que les journalistes lui posent. Quand on suit bien le schéma, Madame Gbagbo, elle a été empêchée de saluer, d'embrasser Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, à l'aéroport. À la suite, le président Laurent Gbagbo annonce créer un nouveau parti, où Mme Gbagbo se plaint que sa place n'a pas été reconnue. Elle, en tant que numéro 2 du parti, du FPI Gola, elle devait être mise au centre de la création du nouveau parti. Et c'est après, sur Facebook ou bien par courrier ou message circulaire, qu'elle constate son nom, qu'elle fait partie du comité où elle n'a même pas une bonne position. Elle se plaint. Et à la suite, elle vient organiser un mouvement de génération capable. Donc pour vous, le timing vous dérange. Quelle est votre question, si vous avez une question? Quand on suit bien le schéma, ça veut dire que Mme Gbagbo est en train de créer un mouvement pour pouvoir mieux s'exprimer si jamais elle doit aller dans le parti de M. Gbagbo. Si elle doit aller là-bas, elle ira en tant que leader d'un mouvement politique. Et donc que la dame sache, que Mme Crédit sache que c'est de la politique qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on suit le discours du Dr Boga Sako, ça a été clair. D'accord. Il dit que Gbagbo est un porteur d'espoir d'une lutte de 10 ans. Et quand il est arrivé, le fait qu'il n'ait pas embrassé Mme Gbagbo, donc Gbagbo n'est pas venu faire la réponse. Je suis obligé de vous interrompre, M. Dago. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Mme Crédit va vous répondre à l'instant. D'abord, il faut que le monsieur comprenne Monsieur Dago. Monsieur Dago comprenne que le mouvement n'a pas été créé par Mme Simone Yves Gbagbo. Non. Ce n'est pas elle qui a créé ce mouvement. Mais c'est nous qui l'avons choisi comme marraine pour notre lancement. Maintenant, pour la réaction de M. Boka Sako, les circonstances, on parlait des circonstances. Les circonstances veulent que forcément on utilise sa réaction sur le plan politique. Mais nous, dans notre mouvement, cette réaction, on l'analyse autrement. On analyse un exemple de valeur perdue ou bien de valeur bafouée qui a été donné. Dommage que cet exemple-là ait été un exemple politique qui a fait que, du coup, tout le monde pense que... Il n'a pas été bien briefé. Non, c'est pas lui qui n'a pas été bien briefé. Parce que pour son exemple, il choisit ce qu'il veut. Hein. Il choisit ce qu'il veut. Il aurait pu choisir... Bon. Oui, ça fait un peu trop. Alors, vous étiez dans la salle au moment où Dr Boga Sako prononçait ce discours. Comment vous vous sentiez? Moi, mais sans façon, parce que je vous dis que moi, je suis dans ma peau de citoyenne. Et tous ceux du mouvement, je suppose qu'ils sont tous dans leur peau de citoyen. D'accord. Voilà. Peut-être que M. Boga Sako... Et lui, au moment où il parlait, il s'est senti dans la peau de « je ne peux pas être à sa place ». Mais moi, j'ai analysé sa réaction comme une citoyenne, comme la raison, c'est-à-dire donner raison au mouvement qui dit « voilà ce que nous perdons, voilà pourquoi il est utile et nécessaire
de supporter ce mouvement pour que nous retrouvons et restaurons nos valeurs. D'accord, très bien. Alors, il y a une analyse qu'il faut faire. Vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 ans de cela, Mme Gbagbo était à Yopougon au cours d'une cérémonie. À Azito. À Azito, où elle a décliné ce que c'est que la vision. Et elle avait dit clairement que Gbagbo n'était pas la vision. Oui. Voilà, qu'il était celui qui portait un combat au niveau de la vision. Il n'était pas la vision. Ça avait créé beaucoup de problèmes au niveau du FPI, Gore, et beaucoup l'avaient attaqué à cette époque. Hier encore, elle est revenue sur la même expression, en disant que la vision, ce n'est pas un individu. On ne suit pas des individus, on suit une idée pour transformer son pays. Quand le message politique est très clair là-dessus. Première chose. Deuxième chose, vous savez, Stingler a dit les hommes sont l'histoire, mais les femmes sont l'histoire. Ce que les femmes ont fait hier, c'est l'histoire qu'elles ont conçue comme ça. Elles ont envoyé un message à tous les hommes du pays pour dire qu'avec Simone Gbagbo, que nous avons pris comme marraine, nous voulons envoyer un message. Que nous, les femmes de Côte d'Ivoire, on n'accepte pas qu'on traite les femmes de cette manière. Madame Crédit parle de valeurs, mais c'est les valeurs familiales qui ont été bafouées que les femmes sont de revendiquer là maintenant. Et donc je pense que ça c'est important. C'est pour ça qu'on s'inquiétait que le mouvement ne glisse pas vers voilà. Maintenant, au-delà, aujourd'hui, Mme Gbagbo a un espace d'expression. Un espace d'expression. Il y a quelqu'un qui a fait un communiqué où elle se plaint de ce qu'elle avait été encore maltraitée dans le choix des postes par rapport au comité mis en place pour gérer le nouveau parti. Et donc, elle a été marginalisée. Et donc, c'est tout ça là que les femmes ont voulu fédérer et envoyer ce message-là. Mais au-delà de ça, je suis sûr que ce mouvement-là, il va servir demain à faire autre chose. Young Bato. Oui, moi, M. Dago, il n'a rien compris. Vraiment. M. Dago a donné son point de vue. Il n'a rien compris. Il a donné son point de vue. Je le respecte, mais je fais un commentaire. Oui, d'accord. Mme Gbagbo ne crée pas ou ne soutient pas, ou n'est pas la marraine du mouvement des gens capables pour aller dans le parti de Gbagbo. Mme Gbagbo n'ira pas dans ce parti. Si M. Dago croit que... Mme Gbagbo n'a jamais dit qu'elle n'ira pas. Elle s'est pas prononcée de je ne prenais pas encore ma main au feu, mais je dis que Mme Gbagbo n'ira pas dans le parti de Gbagbo. Et les signaux qu'elle envoie sont des signaux clairs. Déjà, le communiqué, elle a dit de ses ex-camarades de parti. Pour vous, c'est clair, c'est formel. Bon, mais à toi, c'est écrit. Si ce n'est pas assez clair, quand vous qualifiez les gens qui veulent créer un parti politique, qui ne vous consultent pas, qui mettent vos noms sur des listes, et vous dites, mes ex-camarades, mais je pensais que le français, les mots, on le sens. D'accord, on vous a bien compris. Je pense que M. Dago, il peut se consoler. Mme Gbagbo n'ira pas dans le nouveau parti. Elle va faire, pas peut-être le mouvement général capable, mais elle va faire un autre parti. Je reviens à vous tout à l'heure. Comme M. Dago, il y a un autre monsieur qui nous appelle de Farké-Sédougou, me semble-t-il, cette fois-ci. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Djarasba. À qui avons-nous l'honneur? Je suis M. Koné, je vous appelle depuis Farké-Sédougou. Votre réaction, s'il vous plaît? Justement, moi, je voudrais tout simplement poser une simple question à Mme... Allez-y, allez-y. Voilà, et tout à l'heure, elle dit que Mme Simone Gbagbo porte des valeurs, et donc c'est parce que ces valeurs ont été foulées au pied et qu'aujourd'hui, elles se sont mises ensemble pour créer effectivement ce genre de mouvement. Alors, avant elle, il y a eu plusieurs femmes qui ont effectivement porté des valeurs, et puis ces femmes-là ont été bafouées dans ces mêmes valeurs. Moi, je veux voir déjà un peu le fait que des femmes au niveau du Abobo ont été vraiment, comment on appelle ça, des victimes. Alors, en ce moment, on n'a pas vu Mme Crédit et puis son groupe venir vraiment défendre pour dire que vraiment les femmes ont été meurtries. Et aujourd'hui, on voit que c'est pour Simone Gbagbo. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures là concernant un peu la défense des valeurs, effectivement, au nom des femmes? Merci, M. Koné. Vous nous appelez de Farké-Sédougou. Mme Crédit va vous répondre. Mme Crédit, allez-y. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut que je lui dise. Il me parle des femmes... Les femmes d'Abobo. Bon, déjà, les femmes d'Ado, il y a déjà toute une histoire là-dessus. Maintenant, s'il veut entrer... Moi, je ne rentrerai pas dans le sens des femmes d'Abobo. Maintenant, s'il veut parler du fait que des femmes auraient été tuées, mais c'est ces mêmes valeurs-là que nous dénonçons. Comme on le dit, nous n'avons pas fait hier, pas parce qu'on c'est même travers que nous dénonçons. Oui, pardon, excusez-moi, c'est le travers que nous dénonçons. Si nous ne l'avons pas fait hier, c'est pas parce que nous ne voulions pas le faire. Mais certainement que nous le faisions, mais les voix n'étaient pas portées. Et maintenant que les voix sont portées, monsieur, je suis désolé, mais ces travers-là, nous les dénoncerons également. Bien sûr. Une dernière intervention d'un de nos internautes avant de laisser partir Mme Crédit. Cette fois-ci, il nous appelle d'Agboville. Allez-y. Bonsoir. Mais certainement que nous le Allô, bonsoir. Perdu.
Alors, certainement... Je voudrais quand même... vous permettre de continuer. Oui, c'est pour répondre à monsieur... On a dit que ce n'est pas l'interview de Mme Crédit. Madame Simone Gbagbo, elle était la marraine. Je veux dire, ça va s'arrêter là ou bien elle sera encore marraine d'autres cérémonies? D'autres cérémonies, comment? Enfin, ce qu'elle veut dire, André Silva-Kona, est-ce qu'à toutes les sorties une marraine, de toute façon, quand on dit vous êtes une marraine, c'est un peu comme une marraine de baptême. Vous avez toujours un œil sur vos filleuls pour ne pas que vos filleuls dévient de ce que, voilà, de leurs valeurs et de leurs objectifs. Mais nous pourrions éventuellement prendre d'autres personnes comme marraines ou d'autres personnes, des hommes comme parrains, puisque nous cherchons des modèles. Maintenant, pour revenir au terme ancien camarade, ex-camarade, oui. Je pense que ce n'est pas parce que c'est une histoire de je ne veux pas ou bien je ne suis plus dans le parti, parce que ex-camarade, moi, dans mon entendement, étant donné que c'est un parti qui n'existe plus, du coup, tout le monde devient ex. C'est comme ça que moi... Ça, c'est une explication politique, madame. Non, quand je dis moi, c'est qui, lui, c'est que... Non, mais pas des partis... Alors, monsieur, on vous a bien compris. Parce qu'ils avaient, eux-mêmes, ils avaient dit qu'ils n'en voulaient plus. C'est comme moi, je suis dans un lycée. Si mon lycée disparaît, toutes mes amies qui sont dans ce lycée... Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Non, moi, c'était un peu passé, parce que vous liez cela au fait qu'elle a dit ex-camarade, du coup... On vous a bien compris, Madame Crédit. Un dernier appelant de Yopougon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Moi, c'est M. Messigo Lucas. Monsieur? M. Messigo Lucas. D'accord. Comment vous réagissez? Allez-y. En fait, je voudrais donner mon point de vue. Oui, bien sûr, allez-y, rapidement. D'accord. D'accord. C'est concernant ce que la dame est en train de dire. Je ne voudrais pas qu'on lui traite des intentions. Je ne voudrais pas qu'on lui traite des intentions, parce qu'en réalité, elle est... Moi, je dis, Mme Gbagbo n'aura pas peur de dire ce qu'elle veut dire. Elle veut faire un parti. Elle vient, si Mme Gbagbo veut créer son parti politique, elle va le faire sans pression, elle va le faire sans, comment je vais dire ça. Mme Gbagbo, à ce mot, a dit sur la plateforme politique de notre pays. Mais la dame dit que c'est un mouvement citoyen. Je pense que nous allons observer, parce que le temps nous donnera raison. On va observer ce qui se passe, et quand le moment viendra de dire ce qu'il faudra dire, on lui dira en face. D'accord. Parce que nous sommes tous dans ce pays. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, on laisse le temps nous donner raison, et allons-y avec ce que la dame est en train de dire. C'est un mouvement citoyen, et puis je pense que on verra par la suite. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Lucas. Je suis obligé de poser cette dernière question à Mme Crédit. Elle a laissé partir et nous poursuivrons ensuite l'émission. Est-ce que, oui ou non, ce lancement de MGC est l'envol solitaire de Simone Gbagbo? Oui ou non? Non. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Madame Crédit. Marie-Claude, je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale du mouvement des générations capables. André Silva-Kona, Guillaume Bateau, Assalé ont plusieurs questions à vous poser. On espère vous retrouver dans d'autres circonstances sur ce même plateau. Merci d'être passé sur le plateau de NCI 360. Le COGEP, on s'y intéresse à présent. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples a organisé une cérémonie de présentation officielle du comité d'accueil et du pagne du retour de son président, Charles Blé Goudé, hier samedi à Cocody, dans un contexte où le parti fait face à des défections du fait du non-ralliement du COGEP au futur parti de Laurent Gbagbo. Les précisions de Pierre Dipomelin, on en parle avec nos invités qui vont nous rejoindre. Les militants sympathisants de Charles Blé Goudé préparent le retour de leur mentor en Côte d'Ivoire. Après son acquittement par la CPI, un comité d'organisation a été mis en place, ainsi qu'un pagne confectionné pour un accueil de triomphe. Le président du COGEP, par visioconférence, a saisi l'occasion pour justifier son refus de fondre le COGEP dans le futur parti de Laurent Gbagbo. Une situation qui lui avait coûté des défections. À la croisée des chemins, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples a besoin de redéfinir ses objectifs selon son chef de cabinet. Ça a été un grand moment de retrouvailles et de redéfinition des objectifs et des normes
pour gérer le COGEP, mais en même temps pour présenter le pagne du retour du ministre Charles Blé Goudé et pouvoir bousculer et booster son arrivée. Que les Ivoiriens se rendent compte que Charles Blé Goudé n'a pas changé. Il est toujours celui-là même qui se bat pour la Côte d'Ivoire, qui a des objectifs, qui a un programme, qui a un projet. Et avec nous, ensemble, nous avons des objectifs et nous avons des principes que nous présentons pour la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'UDPCI, qui partage une plateforme politique avec le COGEP, est venu apporter son soutien aux partisans de l'ancien patron de la galaxie patriotique. L'UDPCI est heureuse d'avoir cette collaboration avec votre organisation et nous sommes sûrs que dans les semaines, dans les mois à venir, nous nous rapprocherons davantage pour travailler pour la Côte d'Ivoire de demain. Charles Blé Goudé est attendu les semaines à venir. Selon ses partisans, le temps pour lui de rentrer en possession de son passeport. Nous en rejoint en plateau dans cette émission NCI 360, professeur Yacinthe Nobou. Il est le directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, et Diaby Youssouf, qui est lui l'ex-directeur de cabinet et porte-parole du COGEP. Bonsoir à vous, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Docteur Nobou, professeur Nobou, pardon, monsieur Diaby. À quand le retour de Charles Blé Goudé, professeur Nobou? D'abord, je voudrais vous remercier. Je vous en prie. Le retour du président Charles Blé Goudé émane de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire, du président de la République de Côte d'Ivoire. Quand monsieur le président de la République donnera l'onction et la possibilité à Charles Blé Goudé de rentrer, il rentrera. Il me semble que les démarches avaient été entreprises dans le sens d'attribuer à Charles Blé Goudé son passeport. Où on en est aujourd'hui? Il ne l'a pas encore. C'est en ce sens-là que nous demandons aux autorités de faire en sorte que Charles Blé Goudé puisse entrer en possession de son passeport, parce qu'il n'est pas un apatride, c'est un Ivoirien. Mais vous imaginez que chaque mardi et chaque vendredi, il va à l'A.E. pour signer, pour se présenter comme un prisonnier, pour pointer comme un prisonnier qui a 1 an de sa libération. On le met dehors et il sort, il va faire ses activités, il rentre le soir. Bon, c'est tout comme. Donc nous voulons que le président de la République se penche sur sa situation et qu'il permette à Charles Blé Goudé de rentrer. Monsieur Diaby Youssouf, vous êtes l'ancien directeur de cabinet et porte-parole de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le COGEP, vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec Charles Blé Goudé. Pourquoi? D'abord, je vous salue. Et le 13 septembre, j'ai fait ma démission. Pourtant, tout allait bien. Vous êtes même passé sur ce plateau pour défendre Charles Blé Goudé il y a quelques mois. Oui, c'est ça. Donc, je disais que le 13 septembre, j'ai donné les raisons de ma démission. Et donc, la lettre que j'ai envoyée au président, Charles Blé Goudé lui-même, et dans les raisons évoquées, il disait que Charles Blé Goudé lui-même dit toujours et continue de dire toujours que son référent politique est le président Laurent Gbagbo. Et en termes de référence, c'est le modèle, c'est la personne qui est le repère politique du président Charles Blé Goudé. Et en somme, Charles Blé Goudé dit encore et toujours que tant que le président Laurent Gbagbo sera en course, lui, il ne serait pas candidat pour les élections. Or, un parti politique s'est créé pour la conquête du pouvoir d'État. Si déjà vous dictez votre action d'être candidat à la candidature pour les présidentielles, que la conclusion du président Laurent Gbagbo est votre introduction, mais si Laurent Gbagbo revient et dit que je suis dans mon développement, la logique serait la meilleure de dire que nous rejoignons le combat du président Laurent Gbagbo, puisque tant qu'il n'est pas à la fin, tant qu'il n'est pas à la conclusion, nous ne démarrons pas. Si j'entends bien ce que vous dites, Charles Blé Goudé semble plus vouloir aller dans le même sens que Laurent Gbagbo, donc vous l'avez quitté, c'est cela? Oui, c'est purement dans ce sens que j'y vais. Et en même temps, l'on nous dira ici que en 2015, lorsque le parti s'est muté, le mouvement politique s'est muté en parti politique, que nous étions là.
mais ce sont des mandatés qui étaient en ce moment à la tête des différents partis, que ce soit les FPI ou le COGEP, c'était des mandatés. Donc la priorité du moment, c'était la libération des mandants, qui étaient Charles Blé-Goudé et le président Laurent Gbagbo. Très bien. Et ils ont été libérés le 31 mars. Donc à partir de cette liberté, la question de la clarification peut se poser si c'est un... C'est un concept bien cher à André Silver-Conan, le concept de la clarification. Oui, et j'ai une question pour lui, mais auparavant, j'aimerais faire deux analyses. La première, c'est que ce qui arrive aujourd'hui au COGEP et qui risque d'arriver au MGC de Mme Crédit, c'est le péché originel qui a consisté dès le départ pour le COGEP de se présenter comme un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. Péché originel. Et donc, pour vous, ils devaient assumer leur indépendance. Non, non, je ne dis pas qu'ils devraient à ce moment-là, parce que dans le contexte de 2000, pendant la rébellion, il devrait avoir, si vous voulez, des mouvements qui devraient graviter autour, de façon stratégique, autour du président Gbagbo. Donc, dans le contexte, il n'y a pas de problème. Mais c'est le péché originel qui a consisté à dire que c'est un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. De sorte que plusieurs personnes de diverses obédiences sont venues accompagner le mouvement de soutien, péché originel. Deuxième chose, il y a donc l'ambition originelle de Charles Blé-Goudé. Il le dit presque à mot couvert. Il se pose le problème de ce que de nombreux, enfin, les trois grands, on va dire, le débat se fera dans tous les cas, dès qu'il y a une ambition présidentielle qui se dégage autour d'eux, ces personnes commencent à être frappées d'ostracisme. Voilà. Et moi, c'est cela qui me pose un petit problème. Évidemment, ma question, il a semblé répondre, mais cela ne me convient pas, c'est qu'au moment où le COGEP se transformait en parti politique, il était là, il était au cœur du système. Et évidemment, à ce moment-là, Laurent Gbagbo était le référent politique. Aujourd'hui, il parle de priorité, c'est la libération des référents. Mais il y a aussi une priorité. Charles Blé-Goudé l'a dit dans son discours. Il dit, ma priorité, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il utilise aujourd'hui pour expliquer son divorce avec Charles Blé-Goudé ne tient pas. Alors, point du tout. D'accord, c'est votre point de vue. Oui, non, il pose la question. Oui, bien sûr. Mais voilà. Vous allez réagir juste après cette petite pause. Ok, merci. On est en guerre, et ce n'est qu'un début. En guerre contre tous les braconniers qui sévissent sur ces terres et qui l'appauvrissent. C'est ce dont je t'avais parlé. Mais qui ferait ça? Des voleurs qui s'enrichissent en tuant nos animaux. Parlez-moi de votre arme. Oh non, jamais. Ok, alors le pilote va les survoler. Vous n'avez droit qu'à un tir. Visez la tête de préférence entre les yeux. Glenn, approche-nous. Que la fête commence. The Wild, saison 1, à partir du lundi 27 septembre à 14h10 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Le produit là, ça sent, hein? Est-ce qu'on va pas baisser ça ici et puis partir? Vous allez continuer au ruisseau là. Nous, on va aller au lac pour voir qu'est-ce qui se passe. Évite de venir à mon domicile. Quelqu'un peut te voir. Et ça peut me causer des ennuis. Un gaz très toxique est en train d'anéantir toute vie humaine dans la région du Niolo. Qu'est-ce qui se passe? On t'attendait. Elle soutient que notre forêt regorge d'espèces de plantes rares qui se trouvent nulle part ailleurs si ce n'est ici. Et de donner beaucoup d'explications au ministre. Car plus vous lui en demandez, plus il en demande davantage. La forêt de Niolo, ce lundi à 20h30 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Retour sur le plateau de NCI 360 et en ce moment, avant la pause, nous parlions justement de la situation au COGEP, le parti de Charles Blé-Goudé. Vous avez été interpellé par André Silver-Conan tout à l'heure, monsieur Diaby Youssouf, allez-y. Oui, c'est ça. Merci, monsieur André Sylvain. Pourquoi vous n'avez pas démissionné au moment où le mouvement est passé un parti Je vais politique? répondre à cette question.
Voyez-vous, lorsque Charles Blé Goudé dit qu'il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire d'abord, avant de répondre à l'appel du président Laurent Gbagbo, mais dans l'exposé des motifs qui était l'objet de ma démission, je disais que d'abord, dans une organisation, la plus grande instance, c'est le Congrès. Et le Congrès s'est réuni à 3 fois à l'absence du président Charles Blé Goudé et a pris des décisions à son absence. Le premier, c'était lorsque nous étions de mouvements de pression, pas d'abord mouvement politique, des mouvements de pression. Et pendant ces moments, Charles Blé Goudé, en 2012-2013, était même pourchassé par l'État de Côte d'Ivoire et par la communauté internationale. Et on ne savait même pas où il était. Et dans sa cachette, il a demandé que le Congrès se réunisse pour qu'on passe de mouvement de pression à mouvement politique. Et cela a été fait. Et en 2015, lorsqu'il était enfermé à la CPI, où on ne savait même pas s'il allait revenir un jour, il a encore demandé que le Congrès se réunisse, que les instances se réunissent à l'épée pour mettre à la tête du parti une autre personnalité pour conduire les affaires du parti. Et en 2019, les 17 et 18 août 2019, il s'est même porté lui-même candidat à la candidature du parti en étant toujours emprisonné où il n'allait plus, on ne savait pas si la libération allait se faire ou pas, qu'on allait à un appel ou pas. Et il a aussi, en novembre 2019, répondu à l'appel du président Henri Konan Bédié, la CDRP, tout en étant un peu court, là-bas. C'est pour dire que le président Charles Blé Goudé peut clarifier sa position tout étant là-bas en disant au Congrès de se réunir ou les instances ou faire un congrès extraordinaire pour répondre. On ne dit pas qu'ils disent oui ou non, mais qu'ils clarifient sa position. Très bien. Parlant de clarification de position, professeur Nobou, aujourd'hui, les Ivoiriens se posent, la majorité se pose la question de savoir si oui ou non Charles Blé Goudé va adhérer au futur parti de Laurent Gbagbo. Je voudrais d'abord faire une clarification relativement à ce qu'a dit M. André Silva. Le COJEP n'est pas né un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. Le COJEP est né bien avant la crise qui intervient et comme toutes les structures qui sont venues dans cette masse-là, le COJEP y est venu. Le COJEP n'est pas né mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. Précision en fait. Premier élément. Le second élément, c'est que, vous voyez, en 2015, moi je suis élu premier secrétaire du parti. Il était question de trouver l'instance de gestion de ce parti. Et il a voulu, les camarades ont voulu que le COJEP ait un président. Et j'ai dit, il n'y aura pas de président. Moi, je me propose de donner le poste de premier secrétaire, de sorte que le jour où Charles Blé Goudé sort de prison, il devienne le premier président du parti en faisant une modification des textes. Mais ce que M. Diaby a dit n'est pas juste. Tout simplement parce qu'au moment où on va au Congrès, où Charles Blé Goudé devient président, il est déjà dehors. Il n'était plus en prison. Il est dehors. Mais dehors par rapport à l'AE. Mais ce que je voudrais dire, mais Charles ne peut pas nous voler dans les ailes ou bien dans les plumes pour ne pas nous respecter et puis rester à l'AE, dire on va ou on ne va pas. Il faut que cela soit un débat. Que le Congrès se réunisse. Qu'on se réunisse. On ne peut pas lui demander, mais quand même... Qu'est-ce qui empêche de réunir le Congrès? Mais le Congrès, il y a des textes, c'est à des moments précis qu'il y a un Congrès. Mais qu'on nous dise qu'on a non, qu'on nous dise qu'on a une convention, oui, ça existe. D'accord. Mais maintenant, quelle est l'urgence? L'urgence, c'est que tous ceux qui l'urgence, c'est l'appel de Laurent Gbagbo à rejoindre sa famille. Je vous précise, tous ceux qui vont à l'appel du président Laurent Gbagbo, tous les acteurs qui vont à l'appel sont en Côte d'Ivoire. Et ils répondent. Monsieur, il y a un parti qui s'est réuni tout récemment à Yamoussoukro, hier, pour répondre. Mais parce que son leader était là. Avant que son leader ne soit là, ils n'ont pas répondu à la question.
Mais pourquoi vous voulez, vous... Donc pour vous, le seul obstacle, c'est que Charles Blé Goudé n'est pas en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit présent en Côte d'Ivoire, que tout le monde soit là pour qu'on puisse débattre de cette situation. Oui, d'abord, M. Diaby a, dans ses explications, a parlé de mandat, il a parlé du FPI. Bon, peut-être il a fait une confusion. Le FPI n'est pas concerné par cet aspect. Deuxième chose, moi je vais poser la question à M. Diaby. Est-ce que dans les thèses du COGEP, il a écrit que le COGEP doit dire oui ou non chaque fois que Gbagbo dit quelque chose? Mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Moi je suis choqué. C'est une question que tu poses. Oui, maintenant je commente. Parce que je suis choqué. Terminé, il va répondre. Que M. Diaby dit oui, le président Gbagbo a dit il va créer un nouveau parti et on doit aller. Parce qu'il a résumé vraiment de façon gentille sa lettre de démission. Mais moi, je l'ai lu, j'étais un peu choqué. Mais un parti politique, est-ce que quand le COGEP se créait, il était écrit que quand M. Gbagbo veut quelque chose, immédiatement nous réagissons pour dire oui ou non. Si c'est écrit dans le texte qui me donne l'article. Merci. Réaction. Ok, merci beaucoup. Tu vois, le COGEP, qui est un parti politique, le socle de tous ceux qui sont dans le COGEP, à 90%, à 95%, ils sont parce qu'il y a une parole qui est tenue par le président du COGEP. Que disent les textes? Les textes disent les textes. S'il vous plaît, Guillaume Bateau, vous avez parlé, laissez-le aller au bout de son argumentaire. Les textes n'écriront jamais que ceci ou cela, mais ça dépend de la parole du président. Quand le président dit, M. Bateau, que ma conclusion, la conclusion du président Laurent Gbagbo est mon introduction. Tant que le président Laurent Gbagbo est candidat, je ne serai pas candidat. Tant que Laurent Gbagbo est dans son développement, je n'y serai pas. À partir de cet instant, donc, tu bloques. Donc, si le président Laurent Gbagbo vient et qu'il dit en ce moment que moi, le président Laurent Gbagbo, je suis dans mon développement, moi, Laurent Gbagbo, je suis encore candidat, donc toi, ton parti ne peut être qu'en pause. Parce que c'est ce que tu as donné comme argument. C'est ce que vous avez dit dans le texte. Non. S'il vous plaît, Guillaume. Mais c'est la parole de la personne. Mais pour vous, la parole est plus importante que la parole du président du parti. La parole du président du parti. Laissez-le monsieur terminer. La parole du président du parti, qui le fait à des occasions officielles, pendant le congrès, qui le fait à des occasions, pendant des assemblées générales, qui dit à ses militants que je ne serai pas candidat. Et tout ça, c'est plus important que les textes. Non, la parole d'un président. D'accord, on est bien clair. À travers la réponse de M. Diaby, non, je viens. À travers la réponse de M. Diaby, on réalise bien que ce que vous reprochez, ces éléments ne sont pas dans les textes, mais en même temps, pour lui, la parole du leader est plus importante que les textes. La parole d'un leader est sacrée. On vous a bien compris tous les deux. Antoine Ansalet Timoko, allez-y. Alors, moi, je pense que le spectacle est assez triste. Parce que ce pays-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut dedans. Est-ce que ce sont les valeurs qui sont dans la démocratie que la République a construite, qu'on respecte, ou bien ce sont les paroles des individus qu'on respecte? Quand même. Enfin, Blé Goudé subit aujourd'hui la double peine. Il est libéré de la CPI, il n'a pas encore l'autorisation de rentrer au pays, et vous lui demandez, alors qu'il est hors du pays, de prendre une position sur une affaire que M. Gbagbo a lancée quand il était lui-même au pays ici. Il y a un souci. Où se trouve M. Gbagbo Laurent? Il est en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir du sol ivoirien. S'il vous plaît, je parle de sa déclaration. C'est sur le sol ivoirien qu'il a déclaré qu'il allait mettre en place un nouvel outil politique. Et donc a appelé les partis politiques qui étaient proches de lui à le rejoindre. Mais Blé Goudé est hors du pays. Il est libéré, mais il n'a pas encore l'autorisation de rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel est le combat que les gens du COGEP, M. Diaby et tous ses amis qui démissionnent en vrac, quel est le combat que vous menez pour que Blé Goudé revienne au pays, pour qu'il puisse prendre parole? M. Gbagbo lui-même et ses camarades, quel est le combat qu'il mène pour que Blé Goudé revienne en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'aujourd'hui, ce dont le pays a besoin, c'est l'outil qu'on va créer dans quelques jours, ou bien le fait que Blé Goudé revienne au pays pour retrouver sa famille? Pour moi, c'est l'ordre de priorité. Il faut que Blé rentre en Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, s'il va à Babou ou il ne va pas, on appréciera. Mais on ne peut pas rester à Abidjan et faire des courriers, publier sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a dit ceci, il a dit cela, il ne tient pas. Mais Babou a dit un mot. Est-ce que les tests du COGEP disent que quand M. Babou parle, on doit courir pour aller là-bas? Non. Ça n'existe pas. Et pour aller dans le même sens, je ne suis pas sûr que... Allez-y. Pour aller dans le même sens, je ne suis pas sûr que M. Diaby Youssouf prendrait cette position s'il était dans la position de M. Charles Blé Goudé. S'il n'était pas en Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr. D'accord. Ambroise? Moi, j'ai un souci avec sa posture. Pourquoi? Oui, parce qu'il ne peut pas dire
Parce qu'il est revenu là-dessus. La conclusion de M. Laurent Gbagbo va être l'introduction de Blé Goudé. Mais je ne sais pas à quoi ça obéit. Est-ce que lui-même, il ne s'interroge pas, il ne s'inquiète pas depuis que M. Laurent Gbagbo est là? Pas une seule fois, je dis bien pas une seule fois, qu'il me prenne à défaut si je mens, si je dis des contre-vérités. M. Laurent Gbagbo n'a prononcé le nom de Blé Goudé. Ça pose problème. Ça ne le préoccupe pas. C'est le fait que Blé a dit à un certain moment que la conclusion de M. Laurent Gbagbo serait son introduction. Ça veut dire quoi? Guillaume, attention, vous risquez un carton. Et que M. Blé Goudé n'aurait pas respecté cela, c'est la raison qu'il trouve pour partir. Mais je dis que. Donc il attendait M. Laurent Gbagbo au COJEP. Il attendait que M. Laurent Gbagbo. D'accord, il va réagir tout à l'heure. On va faire réagir d'abord le professeur Noboub, qui n'a pas parlé depuis un moment. Professeur, qu'est-ce qui explique la défection de M. Diaby? On l'a entendu lui-même. Il n'est pas le seul. Mais aussi, il y a eu d'autres défections, notamment M. Kouté, qui s'est répandu dans une lettre qui a fait le tour des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe au COJEP? Vous savez, M. Dirassouba, la transhumance, il y a le trans et il y a l'humus. Vous voyez, c'est des moments de voyage, des gens qui quittent leur terre d'origine pour aller ailleurs. Mais les transhumances, là, c'est des choses qu'on vit dans les partis politiques et ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont furieux de cela, ils aiment la transhumance parce que, pour une raison... Ça, c'est une annonce quand même, hein. On va les faire bientôt dessus. Oui, si je le dis, parce que le président Laurent Gbagbo, avec lui, ses amis l'ont quitté dans une forme de transhumance. Certains ont été dans d'autres partis, la rébellion, etc. Le président Ouattara, certains l'ont quitté. Le président Gbagbo lui-même il est en transhumance en ce moment, le président Gbagbo. Bon, s'il vous plaît. Bon, c'est vous qui le dites. Alors, quand vous regardez ça, que M. Diaby quitte le COJEP dans une forme de transhumance pour y aller, mais c'est normal. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est que chez nous, on dit, lorsque vous quittez une maison, vous ne, excusez-moi de l'expression, mais vous n'y déféquez pas. On peut se séparer en de très bons termes. On peut se séparer, aller ou revenir... Vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qui justifie ces défections? Mais je ne peux pas. C'est eux qui Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas donné justement l'impression que le COJEP était un instrument appartenant au président Laurent Gbagbo? Et quand on a l'impression que Charles Blé Goudé veut louvoyer avec la nouvelle orientation de Laurent Gbagbo, on se dit on a été trahi par Charles Blé Goudé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sentiment-là Monsieur Dirassouba, oui? Vous pourriez me dire à quel moment Charles Blé Goudé s'est présenté militant du FPI? À aucun moment. À aucun moment. D'accord là-dessus. Il a toujours demandé sa liberté pour lui. Et moi qui suis un ancien fessiste comme lui, nous aimons notre liberté pour nous-mêmes. Nous voulons nous exprimer de nous-mêmes. Nous voulons pouvoir, comme le président Laurent Gbagbo, acquérir les choses qu'il a eues. C'est-à-dire, le monsieur, il a construit pas à pas, il a fait ce qu'il a pu, mais nous voulons aussi le faire. Et ce n'est pas méchant. Et c'est dans l'ordre de la démocratie de permettre à quelqu'un de pouvoir s'exprimer. Et c'est dans l'ordre de la démocratie qu'on permet à quelqu'un, un enfant qui grandit, qui naît dans une famille grandie, il peut aller épouser une femme ailleurs. Mais pourquoi ne veut-on pas que nous puissions nous émanciper? Pourquoi ne veut-on pas? Mais on peut toujours revenir. Vous voyez, quand le président Laurent Gbagbo lance l'appel de la création du nouveau parti, il appelle des gens. Il dit à ceux qui ne peuvent pas venir, qui veulent rester dans leur structure, de venir en allié, de venir en partenaire. Mais il y a une réorganisation de l'espace de la gauche ivoirienne. Mais si on ne voit pas ça, on est en train de se perdre. Allez, j'ai une question. Oui. Je voulais demander à M. Diaby, et par lui, poser aussi la question à M. Kouté qui a fait sa déclaration. Si Blé Goudé revient demain à Abidjan et qu'il fait une déclaration pour dire qu'après un congrès, pour dire qu'il rejoint le président Gbagbo et son nouveau mouvement, est-ce que M. Diaby et M. Kouté vont revenir au COJEP parce que Blé Goudé serait aller dans le sens maintenant de ce qu'ils ont désiré? Merci. Tu vois, tu dis déjà que si Blé Goudé dit qu'il rejoint le nouveau parti du président Laurent Gbagbo, mais il ne fait que nous rejoindre là-bas. Donc le COJEP n'existe plus. Ah, donc c'est fini. Le COJEP n'existe plus. Ah, d'accord. Voilà, c'est fini. Donc le COJEP n'existe plus, c'est le nouveau parti qui existe. D'accord. Et je pense que, qu'on ne veuille ou pas, Charles Blé Goudé gagnerait à rejoindre le parti en gestation du président Laurent Gbagbo. Pourquoi et comment? Le COJEP. Parce que
déjà, la base sociologique et la base de la population électorale qui est avec Charles Blé Goudé, cette base-là est à 99%. C'est à partir de quelles études que vous dites ça? On va pas parler ensemble, monsieur. Laissez le monsieur répondre. Tu vois? Non, j'aimerais qu'on me réponde franchement sur la base de quoi vous dites ça. À base de quoi? D'abord, tous ceux qui sont membres du COGEP, et des coordinateurs du COGEP, qui sont des secrétaires généraux du COGEP, ils étaient tous du FPI. C'est du FPI. Mais vous avez parlé des bases sociologiques. Ouais, oui, mais c'est voilà, c'est ce que je dis. Des bases politiques. Oui, c'est la base sociologique. Oui, donc la base politique. Vous n'allez pas tous lancer des flèches à M. Diaby. Ils sont tous, politiquement, ils sont tous venus du FPI. Que ce soit même le secrétaire général actuel, qui est Saraka Patrice, jusqu'au Blé CP, que ce soit Joël Poté, qui est vice-président, que ce soit Blé Roselin. Donc ça, c'est la base sociologique. Tous ceux-là sont du FPI. D'accord. Donc il n'y a pas dans les responsabilités du COGEP, les 438 membres, il n'y a pas un qui n'est pas venu du FPI. Ce que vous dites, c'est que le COGEP est une antichambre du FPI. Les 438 membres du SEN. M. Diaby, ce que vous dites, c'est que dans votre conception, monsieur professeur Nobou nous dira ce qu'il en pense. Dans votre conception, le COGEP était une antichambre du FPI, c'est cela? Ça, c'est clair. Une appendice. D'accord. Une appendice. Alors, je voulais simplement dire ceci. 1960, 1980, tout le monde, avant cette date-là, tout le monde était PDCI. Y avait-il une urgence à créer... S'il vous plaît, monsieur Diaby. Y avait-il une urgence à créer de nouveaux partis, USD, PIT ou tout autre? Non, il n'y avait plus d'urgence en ce moment. Vous savez, moi, je n'ai jamais eu une carte du FPI. On a été à la démocratie, nous, de notre jeunesse, je veux dire. Mais on peut pas, M. Diaby ne peut pas dire que tout le monde est du FPI. Au COGEP, tout le monde n'est pas du FPI. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de parti politique en Côte d'Ivoire, qui sont venus au COGEP. Et lorsque le COGEP a voulu devenir un parti politique, ils ont dit non, nous on ne veut pas être un parti politique. Ils sont partis parce que c'était un mouvement. Voilà, mais ce que M. Diaby dit, vraiment, c'est pas juste. Et puis maintenant, quand il a parlé de base sociologique, j'ai cru qu'on allait parler de quelque chose d'autre. Et je souhaiterais qu'on attaque le COGEP sur son projet de société, sur sa gouvernance, sur les problèmes que Mme Crédit a présentés tout à l'heure, la bonne gouvernance, l'école. Je suis enseignant. C'est sur ça que j'aurais voulu qu'on puisse parler. En termes de gouvernance, j'ai une question pour vous. M. Kouté a dit que le COGEP n'a même pas de papier. Mais je vais vous répondre. Oui, allez-y. C'est pour ça que vous êtes là. Le papier du COGEP, ce n'est pas le COGEP qui le donne. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui donne le papier. Donc le COGEP n'a pas de papier pour le moment. Je vous réponds. Lorsque vous finissez de constituer un parti politique, en Côte d'Ivoire, on est dans le régime déclaratif. Vous déclarez, vous déposez tous les documents et vous attendez que l'État de Côte d'Ivoire vous donne le papier. Mais Charles Blé Goudé n'a pas de passeport. Ce n'est pas lui qui refuse d'avoir le passeport. Non, vous ne répondez pas. Le COGEP n'a toujours pas ses papiers. C'est bien ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'État, nous avons un accusé de réception et qui nous donne, vous avez déposé tel jour, etc. Nous avons fait toutes les démarches, mais on ne l'a jamais reçu. D'accord. Enfin, quand j'étais là, on ne l'avait jamais reçu. Et vous l'avez reçu maintenant, depuis que vous êtes là? Ça fait 2 ans que je n'étais plus aux affaires, j'étais un peu plus en retrait. Je suis revenu là. Là, je ne peux pas... Guillaume Bateau? Oui, moi, ce qui m'embête dans ce que M. Diaby dit, et moi je veux insister là-dessus, quand on a un parti politique, et je suis ahuri que M. Diaby dise que les paroles du président priment sur les textes du parti. Et c'est ça qui fait la confusion en Côte d'Ivoire. Les gens s'asseyent, prennent leur temps, rédigent des textes, et parce que le président a dit hier que j'aime ma femme, donc ça devient un statut. Oui, bon, demain, j'aime pas Nobou parce qu'il porte des lunettes, ça devient... Non. Et je suis fondamentalement vraiment choqué que des intellectuels viennent sur les plateaux et disent oui, moi, M. Diaby, qui était le directeur de cabinet, pas même pas le militant lambda, et qui a participé, qui a rédigé les textes du COGEP, où il n'a écrit nulle part que ce parti que nous créons, c'est pour demain soir, quand le président Gbagbo va dire rentrez chez vous, nous rentrons. et quand Blé Goudé, alors il dit, moi je veux vraiment qu'il revienne dessus. Quand Blé Goudé dit la conclusion du président Gbagbo, c'est mon introduction, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? C'est ça, pour ça que les militants du COGEP sont là. Parce que c'est son introduction. Moi j'aime bien mon ami Charles qui a
vraiment la formule des proverbes, des formules chocs. Je suis désolé, ce n'est pas ça, les textes de parti politique. Et les arguments que M. Diaby avance. Et les autres aussi, hein. Et les autres aussi. Oui, bon, j'ai lu le texte de Kouté, mais il y avait 17 considérants. Bon, j'ai trouvé que c'était... Ça rasait les pâquerettes. Ouais. D'accord. Voilà. Oui, rapidement, si vous voulez réagir. Tu vois, lorsque vous êtes en train de dire que la parole des leaders dans un parti politique n'est pas au-dessus des textes, n'est pas au-dessus des textes ou n'est pas à considérer. Non, je n'ai pas dit ça. Non. C'est pas au-dessus des textes. Oui, même si ce n'est pas au-dessus des textes, vous devrez savoir que la parole d'un leader, ça conduit le peuple. Et la parole d'un leader peut détruire toute une nation, par rapport même au texte qui est écrit. Une décision d'un leader comme le président Laurent Gbagbo, par sa parole, ou le président Alassane Ouattara ou Bédié, tout ce là, c'est pour contextualiser. Il faut que les leaders respectent les paroles. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. Non, si tu n'es pas d'accord, non, au fait, tu as un problème avec, du fait, avec le président Laurent Gbagbo. Non, quand on parle de Gbagbo, tu as un problème avec ça. Là, ça devient personnel. C'est une affirmation gratuite, infondée, heureuse. C'est inutile. Dion Bateau, s'il vous plaît. Professeur Nobou, quel sera l'ADN de la gouvernance envisagée par Charles Blé Goudé? La gouvernance n'est pas envisagée par Charles Blé Goudé. Ah oui. Il aspire à diriger le pays. Elle sera envisagée par les instances du parti qui devront créer un projet. Parce que Charles Blé Goudé ne fera que porter ce que nous allons décider. Il ne décidera pas de lui-même comme un roi télé là et puis pouvoir avancer. Non, nous allons... C'est-à-dire que nous sommes des... Vous allez commencer à travailler sur le projet de société? Tout à fait, nous y travaillons. Pas encore disponible? Il n'est pas encore disponible. Nous y travaillons. Mais nous avons déjà une vision très claire. Une vision très claire. Non, moi je pense que ce que M. Diaby dit est très révélateur. Et quand il dit que la base politique du COGEP, la base sociologique, il a dit que la base politique. Quand on dit base sociologique, ça veut dire que c'est tous les militants de base, tout ce monde-là, ils viennent du FPI. Maintenant, la base politique, il dit qu'elle est complètement à 99% du FPI. Et donc, M. Babo Laurent ayant créé son nouveau parti, ça veut dire que tous ceux qui sont aujourd'hui dans la direction du COGEP, à terme, ils risquent de tous partir au FPI, au nouveau parti, et Blé Goudé risque de se retrouver complètement seul dans son parti. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors là, il fait une révélation pour dire que quand Blé annonce qu'il part avec M. Babo Laurent, ça veut dire que le COGEP n'existe plus. Donc c'est une adhésion, absorption. Donc tous les partis qui rejoignent M. Babo Laurent n'existeront plus. C'est un nouveau parti. Comme l'ING hier. D'accord, l'ING n'existe plus. L'ING n'existe plus. Ce que dit Assalé. Voilà. Si on est cohérent, s'il vous plaît. Si on suit ton raisonnement, et que par miracle, tous les gens du COGEP seraient des militants du FPI, mais ne pas aller chez le président Gbagbo, puisque le FPI existe. Ah bah oui, c'est ça qui est logique. C'est pas un parti, deux partis en gestation. On se comprend pas. S'il vous plaît, Monsieur Diaby, s'il vous plaît. Ce que M. Diaby ne dit pas, et que moi je vais dire, c'est que même avant qu'il ne démissionne, en mars, il a battu campagne pour le candidat du RHDP. Ah oui. En étant... Lequel des candidats? Diaby. Diaby Lanciné. Où? Mais il a battu campagne aux législatives. Où? Faut être précis. Oui, mais il a battu... Diaby Youssou, vous confirmez? Oui, mais je confirme. Voilà, il a battu. S'il vous plaît, Dion Bateau, attention. Hein. Ça pose problème, c'est que c'est déjà un militant flottant, et même un flottant. C'est un membre flottant du COGEP. D'accord. C'est Diaby, réaction avant de vous libérer rapidement? Non. Monsieur, s'il vous plaît. C'est inédit. Non, cette question dit que j'ai battu campagne pour le grand frère Diaby Lassiné, qui est militant du RHDP et qui pose un problème à ce niveau. Pour moi, non. Quand tu prends le COGEP même, tu prends le vice-président qui a été félicité hier par Blé Goudé, Blé CP, il a battu campagne pour Belmont, et paie à son... Koué Jean-Claude, vice-président, Koué Jean-Claude, vice-président, qui a battu campagne pour Abel Dioré, qui était RDR. C'est quand vous dites que vous n'êtes pas le seul. Donc, en ce moment, c'est pas une justification. Non, au fait, comme tu veux avoir des informations que d'accord, on vous a bien compris. Donc, vous n'êtes pas le seul. Mais est-ce que c'est une bonne pratique? Non, ce n'est pas une bonne pratique. Je suis d'accord avec ça. C'est ce que je vais essayer de faire.
fait. Ok, En tout cas, merci à vous, M. Diaby. Professeur Nogo, rapidement. Ce que je voudrais dire, ça me fait rigoler, tout simplement. Parce que on ne peut pas dire une chose et son contraire à la fois. Vraiment là, parce que M. Diaby dit une chose et son contraire. On est dans le contre-principe. Là, le fait que tout le monde soit FPI et qu'on aille battre campagne pour RHDP et qu'on aille battre campagne pour... C'était n'importe quoi. C'est-à-dire différents partis, c'est que tout le monde n'est pas FPI. C'est sous ta gouvernance toi-même que ça a été fait. Par Jean-Claude. S'il vous plaît, monsieur. Ça a été fait. Diaby Youssouf. Monsieur Diaby, je suis en train de m'exprimer. Diaby Youssouf, s'il vous plaît. Je vous ai jamais... Professeur, vous avez 30 secondes pour terminer. Je suis en train de dire à monsieur Diaby que... Ce qu'il dit n'est pas juste. Et les militants du COJEP, il a dit, s'ils étaient tous FPI, n'allaient pas battre campagne pour le RHDP. Je vais dire que le COJEP est un creuset qui a récupéré beaucoup de personnes que nous sommes en train de formater, de former et les amener à comprendre beaucoup de choses. Toute cette jeunesse a besoin de comprendre. Mais ceux qui sont venus au COJEP, certains sont venus avec leurs ADN, avec leurs avatars, et ils sont en train de les exprimer. D'accord. Ouais. D'accord. Professeur Yacet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet de Charles Blé Goudé. Avec vous, Diaby Youssouf, ex-directeur de cabinet et porte-parole du COJEP. Merci d'être passé sur le plateau de NCI 360. Messieurs, on s'intéresse maintenant, on va permettre à nos invités de se retirer, évidemment. Merci. On va s'intéresser maintenant au parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et l'appel le RHDP. Cette semaine, beaucoup de tabloïds, beaucoup de médias ont annoncé... une restructuration au sein du parti. Il y en a qui ont même fait croire que la direction exécutive du parti a changé. Réaction, André Silver-Conan, je vous ai vu écrire notamment, pas un pamphlet, mais en tout cas un petit paragraphe là-dessus. D'accord. Non, je note une ou deux choses quand même. La première, c'est que, mais je crois que le député Sanson... il arrive. Ah, d'accord. Oui, Tilketo d'Assanson nous rejoint tout à l'heure, allez-y. D'accord. Je note... qu'il n'y a pas eu d'acte. Voilà. On a vu certains commentaires réseaux proches du RHDP. Je prends l'exemple, par exemple, d'un forum RHDP Côte d'Ivoire qui a dit que la direction exécutive était dissoute. Voilà. Mais en tant que journaliste, en tout cas, on a cherché à obtenir l'acte qui prononçait donc la dissolution de cette direction exécutive. Et l'acte n'existe pas. Et l'acte n'existe pas. Enfin, à notre connaissance, peut-être qu'il y a un acte qui existe, mais à notre connaissance, cela n'existe pas. Peut-être que le député nous en dira plus. Mais une chose est certaine, c'est que il y a un problème. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Et bon, on va voir ça de près. Diong Bato, réaction? Oui. Effectivement, nous aussi, je pense que l'information est partie de l'agence Africa Intelligence, qui a fait un article pour dire que le président de la République, qui est par ailleurs président du RHDP, avait dissous la direction exécutive et qu'il avait remplacé par un collège de 3 personnes, en l'occurrence le ministre Ali Koulibaly, qui serait assisté des ministres Bakongo et Kafana Gilbert. Nous avons essayé de vérifier cette information. On n'avait plus personne pour confirmer, donc nous n'en avons pas parlé. Donc ça, pour nous, c'est resté au stade des rumeurs. Je précise que certains journaux l'ont repris ou certains médias en ligne l'ont repris, mais ça venait aussi en écho à un article de Jeune Afrique il y a quelques jours qui disait que le président envisageait de réorganiser le RHDP. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'interlocuteur, en tout cas au niveau du RHDP, pour confirmer ou infirmer. Donc on est resté à ce stade. Donc on sent visiblement qu'il y a quelque chose qui bouge, mais pour le moment qui n'est pas encore plus fort. Tilketo d'Assanson, vous êtes député RHDP, président du Rassemblement des Jeunes Républicains. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous venez d'entendre les confrères. Qu'est-ce qui se passe au RHDP, Tilketo d'Assanson? D'accord, merci pour cette question assez intéressante. Mais je voudrais commencer par dire que c'est le président de l'Union des Jeunes. L'Union des Jeunes, c'est cela, exactement. Voilà, d'accord, le RJS, ça c'est le passé. Nous sommes maintenant à l'UJRHDP. Le RHDP n'a pas été dissous. Bon. Enfin, Guillaume Bato, on va faire une autre question. Allez-y. Allez-y, d'Assanson. Comme vous parlez bien de dissolution, moi je voudrais dire que je suis ravi d'être sur ce plateau pour pouvoir apporter les éclairages nécessaires à tout ce qui a été dit dans la presse. Il est vrai qu'il y a eu un organe qui a publié que la
direction exécutive était dissoute et remplacée par des cadres du RHDP. Et le lendemain, on a vu pratiquement dans toute la presse, notamment le Nouveau Réveil qui barre à la une, Adama Bictogo renvoyé. Bon, vous voyez, heureusement que je suis encadré ici dans mon de médias. Vous pouvez mieux relayer ce qui s'est passé au niveau du RHDP. Le RHDP, effectivement, ce que dit la presse actuellement, n'est pas dénué de tout fondement. Oui ou non, il y a eu un changement à la direction exécutive? Le président de la République a décidé, effectivement, de restructurer le parti. Restructurer le parti, et il ne vous échappe pas que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était le président du directoire, nous a quittés. Et occupant un poste si important, il était tout à fait normal que depuis, on puisse procéder à la restructuration du parti. Restructuration du parti de façon structurelle, mais restructuration du parti aussi de façon stratégique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons tous les débats, il est important que pour n'importe quel parti politique aguerri puisse se préparer pour faire face aux défis d'avenir. C'est donc vous dire que ce qui se passe au RHDP est très loin d'une crise comme on en voit dans les autres partis politiques, notamment le FPI, le COJEB, vous venez de faire le débat. Nous, au RHDP, notre organisation est encore très soutenue et le RHDP est à l'abri de toute dissension politique. D'accord. Guillaume? Oui, je note que le député n'a pas répondu à votre question. Il y a une question qui est précise. Est-ce que oui ou non, la direction exécutive a été dissoute et remplacée par les 3 personnalités qu'on a dites, qu'on a citées? Si c'est oui, vous nous dites oui, parce que nous, on a cherché à vérifier, on n'a eu personne pour répondre. Donc, comme je suis en face de vous, est-ce que oui ou non, monsieur le député? Monsieur Guillaume Bato, si vous voulez un oui ou non, vous l'aurez. Mais mon développement vous dit très clairement qu'il n'y a pas eu dissolution de la direction du RHDP. La direction exécutive n'a pas été dissoute et vous savez très bien comment le président Alassane Ouattara fonctionne. C'est un nombre de décisions. S'il trouve des tares dans le fonctionnement du RHDP, il va indexer la partie qui est concernée et puis procéder certainement à sa radiation ou encore aux corrections qui s'imposent. L'élégance lui a imposé le choix de personnes pour pouvoir procéder à la restructuration du parti, ce qui est normal dans le fonctionnement de les 6 personnalités en question, c'est bien ça? Donc vous voyez que finalement, tantôt c'est 3 personnes. Non, éclairez-nous, monsieur. Non, j'arrive. Tantôt c'est 3 personnes, tantôt c'est 6 personnes. C'est pour vous dire que le débat sur la restructuration du RHDP, chacun devrait pouvoir s'en tenir à ce que le parti, le RHDP, dit, et puis ce serait... oui, mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes du parti. Le président de la République... Ce sont 6 personnalités ou 3 personnalités qui sont chargées de... Le président de la République a décidé de faire une restructuration. Aussitôt, le bruit est parti et que la presse s'est emparée, et la presse elle-même s'est embourbée aujourd'hui. Mais dites-nous, monsieur... Mais nous attendons une décision formelle du président de la République. Mais vous êtes en contradiction avec ce que vous dites. Vous dites, en même temps que vous dites qu'il y a, je confirme qu'il y a restructuration, en même temps vous nous dites... Il n'y a pas de décision officielle. Oui, non, écoutez un peu. Je vous dis, il y a bel et bien restructuration. Par quel acte? Non, restructuration en vue. Si j'entends bien, écoutez, s'il vous plaît. Oui. Lorsqu'on doit poser un acte, il y a forcément des actes préparatoires. Le RHDP est à l'étape des actes préparatoires et à peine le mot est parti pour dire restructuration et on a envisagé les personnes qui devraient porter, la presse est emballée et a fait croire que voilà, tout a été décidé. Pourtant, tout n'est pas encore décidé. Nous avons décidé, le président a décidé de faire une restructuration, c'est vrai, mais nous sommes encore à l'étape préparatoire pour pouvoir achever notre restructuration. Mais vous ne pouvez pas reprocher à la presse de s'emparer d'un sujet important comme celui de la restructuration du parti au pouvoir. Oui, mais qu'est-ce qui est négatif si on dit qu'on s'emparait de l'information? Ah oui, parce que vous dites que la presse est emparée. Mais je suis là aujourd'hui pour vous rassurer et vous dire voilà ce qui se passe au RHDP. Bien sûr, tu es le côté d'Assansan et vous êtes là, vous allez répondre à la question d'Ambroise Tieté. Voilà. Moi, ce n'est pas tellement une question. D'accord, allez-y. Voilà. L'idée des restructurations n'est pas nouvelle. Déjà, le 6 juillet 2021, le ministre Adama Bictogo avait réuni les départementaux pour leur dire qu'il y a une mission qui allait être menée. Et le 26 juillet, effectivement, 32 délégations sont allées à l'intérieur du pays
pour une évaluation de l'implantation du parti, pour revenir avec des rapports qui seraient soumis au président de la République. Au président du parti? Oui, au président du parti, oui. Au président du parti, qui est en même temps le président de la République, c'est un lapsus qui s'explique, qui est en même temps le président du parti, pour en tirer des conséquences pour une éventuelle restructuration. Donc l'idée de restructuration ne doit pas... Pour moi, il n'y a pas tellement lieu de... Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu, d'autant que tout parti qui se respecte doit se restructurer à un moment donné. D'autant que le RDP a perdu son directeur, son président du directoire, et a perdu... Il y a le ministre, comment il s'appelle, Mabry, qui était vice-président, qui est parti. Il y a le ministre, le vice-président qui est parti. Il y a quand même des bouleversements qui se sont opérés. Donc, quel vice-président? Le vice-président de la République qui était aussi le RDP. Voilà. Donc, il était vice-président du RDP aussi? Non. Ah ben pourquoi vous parlez il dit vice-président de la République. Voilà, qui était au RDP. Donc tout cela, ça commande une restructuration. Donc pour moi, c'est une question de logique. Oui, c'est une question de logique. Très bien. Donc cette restructuration ne doit pas aujourd'hui faire l'objet d'un débat comme s'il y avait le feu, mais je le répète, il n'y a pas le feu. Antoine Assalé-Timoko. Je voulais rassurer le confrère qu'en démocratie, il n'y a pas de sujet tabou. Tous les sujets qui touchent à la vie de la nation, même quand ils sont à l'intérieur d'un parti politique, dès l'instant où le parti a question au pouvoir, c'est un sujet public. Moi, je n'ai pas dit que c'est tabou. On peut faire le débat. Ouais, je n'ai pas dit que c'est tabou. Bon, moi, je pense que c'est normal. On a tous lu les dépêches, les informations selon lesquelles il y avait un processus de reconstruction de la direction du RADP. On n'avait pas les éléments qui permettaient d'affirmer, et quand nous, on n'a pas les éléments pour affirmer, on n'affirme rien. Donc comme le collègue, là je prends ma casquette de député, comme mon collègue là qui donne des informations qui sont de source, il allait dire potable, eh bien on prend acte, et puis on va attendre l'acte formel qui acte cette restructuration pour que la presse puisse faire les commentaires maintenant plus avisés. Là, nous, on est dans les spéculations, parce qu'il y a eu des confrères qui disaient que Adama Togo a été chassé, a été viré et tout ça, alors que c'est un processus qui est tout à fait normal. Et donc, quand ça va se mettre en place, nous, on pourra commenter. Mais de toute façon, tous les partis, à un moment donné, on prend des décisions de restructuration, et on est là en tant que journaliste pour voir quel est l'acte qui va déterminer cela, bien sûr, on va en juger. Bien sûr. Voilà. Côté d'Ascensan, aujourd'hui, quels sont les enjeux et les défis du RHDP? Bien, le RHDP, aujourd'hui, après avoir gagné l'élection présidentielle de 2020 et gagné les élections législatives qui viennent de se dérouler, un parti politique qui est bien soucieux de la protection ou de la conservation de son pouvoir doit pouvoir s'organiser de façon adéquate. Et aujourd'hui, cette restructuration annoncée par le président Alassane Ouattara répond exactement à cette volonté d'avoir un parti politique dans un contexte où l'opposition est totalement absente. Il est important que le parti au pouvoir trouve les moyens, les ressources nécessaires pour pouvoir s'adapter et gagner les élections futures et rassurer la paix aux Ivoiriens. Oui, mais M. Dassansan, vous me supprimez, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire? Non, je dis qu'il y a bien une opposition, mais une opposition totalement faible, totalement déchirée, totalement incapable de faire face. C'est pas un peu prétentieux d'Ascensan? Non, nous, on aurait bien voulu avoir une opposition qui contribue. Parce que ce que nous devons savoir, c'est qu'il est important d'avoir une opposition dans n'importe quel pays. Et l'opposition dans le pays doit pouvoir avoir les ressources nécessaires pour pouvoir booster, même le pouvoir aussi, à pouvoir faire certaines choses. Mais nous avons une opposition qui passe tout son temps à se quereller et qui n'apporte absolument rien aux Ivoiriens. C'est de cela que je parle. Mais vous êtes député, l'opposition a plusieurs députés à l'Assemblée nationale, l'opposition, je parle notamment du PDC-RDA, et au Sénat, il y en a. Là-bas, donc, ils ne parlent pas du tout. Et vous regardez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que je dis. Comprenez-moi très bien, M. Diombato. Comprenez-moi très bien. Vous voulez parler de la structure de l'opposition? Les oppositions en tant que structure politique, au lieu de contribuer constitutionnellement, parce que n'oubliez pas que l'opposition a un rôle constitutionnel de contribuer à l'animation et à la vie de la nation. C'est ce travail que l'opposition ne fait pas. Elle passe tout son temps à se quereller, à se diviser, à se fragiliser. C'est ce que je dénonce. D'accord. André Silver-Conan, dernière question. Oui, non, moi je vois que monsieur le député Sansan tente de dire qu'il n'y a pas de problème, mais pour moins que ça, j'ai vu quand même le RHDP produire des communiqués
et faire des démentis. Depuis quelques jours, il y a donc ce triumvirat dont on parle, donc M. Kafana, M. Cissé Bakongo et M. Ali Koulibaly. Selon nos informations, parce que dans tout état de cause, nous sommes des journalistes, selon nos informations, c'est plutôt 6 personnalités, dont M. Adama Bictogo lui-même, et 2 autres, dont aussi Mme Kandia Kamara et M. Fidel Sarasoro, qui ont été cooptés justement, sans décision formelle pour réfléchir sur cette restructuration. Ce qui pose quand même le problème de la place des dissidents du PDCI, puisque dans ce comité, que ce soit ce triumvirat ou ce comité des 6 personnalités, il n'y a pas de responsables venant du PDCI. De l'autre côté, bon, on est quand même amené à se demander quelle faute a commise Adama Bictogo. Parce que, mine de rien, c'est vrai que moi je suis critique vis-à-vis de lui, c'est l'ironie du sort du propriétaire des tabourets dont le tabouret se perd dans la lagune, est en train d'être menacé. Mais qu'est-ce qu'il a commis comme faute pour qu'il subisse ce lynchage au niveau de certains activistes du RHDP? Parce que, comme je l'ai dit, moi c'est sur un forum RHDP que j'ai lu que la direction exécutive a été... Je vais compléter ce qu'André dit. Rapidement. Comme cela va avec M. Sansan. Ce sera la dernière question. Il s'est dit aussi que M. Alors André, pour une fois, il est défenseur de M. Bictogo, c'est une révolution. Mais je dis, il se dit aussi que M. Bictogo est en conflit ouvert avec le Premier ministre. Comme André évoque le sort des cas de transhumants, puisque le mot était ici à la mode il y a quelques minutes, les cas de transhumants du PDCI, il se dit que M. Bictogo est en conflit ouvert avec le Premier ministre Agis Patrick. Est-ce que M. Dassansan dit que tout va bien dans le meilleur des mondes et que le RHDP ne se querelle pas, mais on voit aussi même les échanges un peu doux, aigres doux entre Mme Kandia Kamara et bon, personne n'a été posé, et l'actuel ministre de l'Éducation nationale. M. Sansan n'a pas, à moins qu'il ne vive pas peut-être avec nous, qu'il est encore resté longtemps dans sa circonscription, peut-être à Bouna, mais apparemment à Abidjan, ça bouge dans la marmite, monsieur le... Réponse, Guillaume Très bien. Non, je voudrais vous rassurer que la question que le premier journaliste avait posée... Il s'appelle André Sylvain Kona. Oui, pardon, André Sylvain Kona, sur l'origine de certains acteurs du RHDP, c'est-à-dire ceux qui sont venus du RHDP. Quelle est leur position, pourquoi on prend telle ou telle personne aujourd'hui sans ceux qui seraient venus du RHDP, du PDCI. Moi, je veux vous rassurer qu'au niveau du RHDP, on ne raisonne plus en termes de tel est venu du PDCI, tel est venu du RDR. Comme par hasard? Non, ça vraiment, ce débat-là, à notre niveau et au plus haut niveau, le président de la République a été très ferme. C'est fini. Les affaires de on est venu du RDR, on est venu du PDC, on est venu du MFA, tout ça c'est fini. On ne parle que RHDP maintenant. La question maintenant... Non, laissez-le terminer. Le temps qui nous est parti arrive à son terme. Le Premier ministre et puis le directeur exécutif, croyez-moi, il ne peut avoir aucun conflit entre un animateur politique et puis un animateur gouvernemental. S'il doit avoir un conflit entre un animateur politique et un animateur gouvernemental, ce serait bien dommageable. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Certes, les cadres politiques sont au gouvernement. Il peut arriver que leur action coïncide avec des activités gouvernementales, mais les ministres sont suffisamment responsables pour pouvoir distinguer entre l'action gouvernementale et puis l'action politique. D'accord. Maintenant, il a dit que justement, la liste pose problème. Non, Ambroise, on est malheureusement arrivé au terme du temps qui nous est imparti. Voilà, non, s'il vous plaît. Si le côté d'Ascension... Ce raisonnement n'est pas convenable. Et mais nous, on peut raisonner. Vous pouvez raisonner, mais permettez qu'on admette que les choses ne se passent pas telles que vous aurez voulu. Ça peut être peut-être votre façon de voir, mais ce n'est pas cela la vérité. Nous sommes dans un parti politique. Peut-être qu'il y va y avoir des diversités qui gênent, mais le parti reste dans sa structure solide pour pouvoir conserver le pouvoir jusqu'en 2025 et éventuellement continuer. On vous a bien compris, Thil Côté d'Ascensan, député RHDP. Merci d'être placé sur ce plateau pour apporter ces précisions concernant le rassemblement des euphotistes pour la démocratie et la paix. La dernière rubrique de cette émission, vous la connaissez désormais, ce sont les cartons de la semaine. Les cartons de la semaine. Est-ce qu'ils sont prêts?
Et d'hommes. Alors, cette semaine, messieurs, voici vos cartons. Antoine Assalé Timoko, les cartons de votre côté. André Silver Conan, les vôtres. Premier sujet, la Sotra qui s'est installée à Boaké avec une flotte de 100 autobus. Quel carton vous attribuez, messieurs? On va commencer par André Silver Conan. Je rappelle qu'on a 3 cartons, le rouge pour sanctionner, le vert pour encourager et le jaune pour dire attention. Carton vert pour la Sotra qui s'installe à Boaké. Mais permettez-moi de dire rapidement que tout de suite, M. Da Sansan a parlé de ce que le RHDP, on ne raisonne plus, mais je vais lui faire remarquer que le MFA résonne aujourd'hui en termes de MFA parce que M. Yaya Fofana a fait une déclaration pour dire qu'il est le nouveau président du MFA alors qu'il fait partie du directoire du RHDP. Bref, donc carton vert pour la Sotra à Boaké, je suis amplement d'accord. Moi, Boaké, c'est chez moi. Quand j'ai dit chez moi, j'ai passé une bonne partie de mon cursus scolaire. Et donc, je suis très content pour les bus à Boaké. D'accord. Guillaume? Carton jaune, entre le carton vert et le carton rouge. Pour qui? Oui, je pense que c'est une bonne chose, mais je crains que les dispositions n'aient pas été vraiment prises et que c'est une opération qui me semble être seulement une opération de charme. C'est vrai, les populations de Boaké ont besoin de transports en commun par l'État. La Sotra a fait bien de le faire, mais d'après ce que j'ai lu, je ne suis pas sûr que les choses aient été vraiment préparées. Donc je dis, bon... Qu'est-ce que vous avez lu? Ah oui, j'ai lu, quelques populations étaient un peu surprises, les rues, les gares, vraiment, tout n'a pas été encore vraiment bien organisé. D'accord, très bien. Da Sansan? Oui, mais naturellement, c'est une initiative gouvernementale qui est bien à... Donc, votre carton peut être vert. Le carton ne peut être vert. Surtout pour quelqu'un qui connaît Boaké, qui a fait le tour de Boaké, qui sent la nécessité que les fruits de l'émergence ne soient pas seulement à Abidjan, mais que ça s'installe sur tout le terrain du territoire. Je ne peux que saluer cette œuvre gigantesque du ministre des Transports et le gouvernement. D'accord. Ambroise? Le carton, il est vert, mais il y a un mais. Mais parce qu'à Abidjan, on a déjà des problèmes de transport. Alors, pour prendre les bus à Abidjan pour les amener à Boaké, il faut donner les jeunes alors. Voilà, non, je me demande... Il y a un souci, hein. Il y a un souci. Donc vous encouragez, mais vous j'encourage, mais en même temps, souhaitez il faut penser à... Voilà, parce qu'on a un problème de transport à Abidjan ici. Très bien. Voilà. Antoine Assalé Timoko? Carton vert, il n'y a pas que Abidjan qui est la Côte d'Ivoire, il y a aussi les autres villes de l'intérieur, et donc ce déploiement me convient. Donc vous savez que la Sotra arrive bientôt à Salé, j'imagine. Il n'y a pas assez de route à Salé. D'accord. Monsieur Samuel Eto'o est candidat à la tête de la FECAFOOT. Rapidement, carton vert ou... Carton vert. J'estime que ceux qui connaissent le milieu du football, voilà, qui l'ont pratiqué, c'est un peu comme dans notre milieu de journalistes et autres, qui deviennent par exemple des patrons, des managers et autres, ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Ici en Côte d'Ivoire, on a Didier Drogba. Voilà, on espère que le jeu sera transparent. D'accord. On va enchaîner sur le sport en même temps. Le stade de Yamoussoukro qui n'a pas été homologué par la CAF. Comment vous réagissez là-dessus, André? Carton rouge. Voyez, ces histoires de... Bien sûr, ça c'est Yamoussoukro, hein, mais rappelez-vous, pourquoi aujourd'hui on est encore au stade d'homologation de stades et autres. Ça rejoint ce que nous disons de façon constante. Les stades doivent être réservés au sport. Voyez-vous, le stade de Oufo-Boigny, le stade Ebempe. Il ne reste que 2 minutes pour terminer. Ces stades-là ne sont pas homologués justement parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées en dehors du sport. Carton rouge. D'accord. Guillaume? Alors, le premier sujet, c'est Samuel Eto'o. Carton vert, bien entendu. Vous l'encouragez? Soutien absolu à Samuel Eto'o, comme je soutiens absolument Didier Drogba. Je pense que le football doit être l'affaire des professionnels et non des roucascas. Alors, pour les stades, carton rouge. Alors, on a essayé de dire que oui, le stade n'est pas fini. Mais si ce n'est pas fini, pourquoi vous allez souhaiter qu'on aille jouer là-bas? Non, le stade n'a pas été livré selon les explications. C'est la FIF qui a souhaité quand même dire qu'il n'ait pas été livré. Oui, mais la FIF n'a pas souhaité. On ne peut pas dire, allons jouer à Tegoubey, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de stade. Donc, il faut que nous soyons un peu sérieux. Donc, carton rouge. Très bien. Quel côté d'Ascension? Pour le premier sujet concernant Samuel Eto'o, c'est bon que les professionnels puissent s'intéresser véritablement de façon locale, mais
le contexte parfois fait qu'on oublie de faire beaucoup de tours pour ne pas forcément se mettre dans une certaine position. Donc vous, c'est un jaune pour Samuel Eto'o? Pour un jaune. D'accord. Pour tenir compte de mon hésitation. Maintenant... Pour le stade de Yamoussoukro? Pour le stade de Yamoussoukro, j'ai regretté que les décideurs n'aient pas été conciliants pour pouvoir permettre le jeu, parce que, quoi qu'on dise, la perfection n'existe pas dans ce monde. Donc je crois qu'on aurait pu être conciliants. Ils n'ont pas été cela. Donc ma décision est bien connue. D'accord. Le rouge? Oui, bien sûr. D'accord. Ambroise, rapidement. Mais il n'a pas eu le courage de brandir le carton rouge. Enfin. Ambroise, allez-y. Vert pour Eto'o. Oui. Comme pour Drogba que je soutiens, donc il n'y a pas de raison que je ne soutienne pas Eto'o. Comme ils l'ont dit tous, le football doit être un footballeur. Voilà, que les vaches seront mieux gardées ici. Le stade de Yamoussoukro, rapidement. Le stade de Yamoussoukro jaune, parce que j'estime qu'on aurait quand même pu laisser les matchs se dérouler, puisque le gazon était bon. Le gazon étant bon, on avait qu'à prendre quelques dispositions. Non, on aurait pu laisser le match se dérouler. Très bien. Voilà. Assalé? Jaune pour Eto'o. D'accord. Oui, parce que je pense que le comportement manichéen du temps à faire croire que quand on est footballeur, on est forcément un grand manager. Je suis contre ce raisonnement-là. Voilà. Et donc, jaune... Pour Samuel Eto'o? Il est d'accord, il peut aller, même. Je suis jaune quand même. Bon, l'autre, c'est rouge, évidemment, comme tous les Ivoiriens. J'ai pas du tout apprécié qu'on soit livré aussi à la vindicte des autres parce qu'on n'a pas pris les dispositions pour que le stade soit agréé. Bien sûr. Moi, j'ai qu'un seul carton ce soir, un carton vert pour des étudiants qui ont marqué une victoire pour la Côte d'Ivoire, qui vient d'être valablement représentée lors d'une compétition panafricaine, cette fois dans le domaine de l'éducation. C'était lors du concours africain de procès simulé qui s'est tenu du 20 au 25 septembre en Afrique du Sud. Kwame Priska et Koulibaly Daniel, respectivement inscrits en Master 1 de droit privé et Master 1 de droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, qui ont glané donc à eux deux 4 lauriers. Il s'agit des titres de meilleure équipe francophone, meilleur plaideur, meilleure mémoire, et pour couronner le tout, celui de champion d'Afrique. Donc un carton vert pour ces jeunes Ivoiriens dont on s'intéresse justement. On va parler dans le journal de demain sur NCI. Merci à vous, chers invités, d'être venus sur le plateau de NCI 360. Merci à vous, nos téléspectateurs et internautes. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.